Hello Salut, Anna, bonjour, bonsoir, bonsoir. tu vas Oui, bien? et toi? Oui, ça va. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Oui, alors, d'abord, on va se présenter. Comme Yes, ça, les gens vont nous connaître, ceux qui ne nous connaissent pas. Moi, je m'appelle Anna Koudinova, je suis juriste en droit humain, ex-juriste de la Cour européenne des droits de l'homme. Je suis conseillère, j'enseigne le côté pratique aux avocats et aux juristes. Comment protéger efficacement les droits humains devant la CEDH et l'ONU. Voilà, à toi maintenant. donc moi je m'appelle Alice, donc je suis du compte AI with Alice. Je suis ingénieure en informatique et je travaille comme chef de projet européen sur des projets de transfert et de recherche appliquée, voilà, qui sont vraiment en lien avec de l'intelligence artificielle. Génial. Et j'ai commencé ce compte, voilà, pour vulgariser un peu toutes ces questions et en particulier ces liens en fait avec nos droits, avec la protection de nos droits. Et donc je suis super contente qu'on puisse faire ce live et vous parler de tous ces liens qu'ont l'IA et les droits humains. Oui, je pense qu'un live, ça suffira jamais, mais Oui, on va c'est ce que je me essayer. disais aussi. On a listé pas mal de choses dont on voudrait vous parler. On va s'en tenir à 1 heure, mais bon, effectivement, ça va être compliqué de, de passer tout ce dont on voulait parler. Ouais. Et si vous avez des questions, on va laisser du temps à la fin. Comme ça, on va pouvoir aborder ces questions-là. Donc, tout d'abord, Tout à fait. je vais quand même expliquer cette différence entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne parce que c'est très important parce qu'en fait, il y a des différentes réglementations au niveau de l'IA. Et ce sont deux organisations. Voilà, non, ça fait quatre. C'est deux organisations internationales et en fait, la différence, pour comprendre mieux, c'est que très souvent, les gens en France, ils entendent l'Union européenne. Donc, c'est l'organisation qui a pour la base, on va dire, tout ce qui est les questions économiques, en fait. Voilà, c'était ça la base de cette organisation. Et elle comprend 27 États. Alors, il existe le Conseil de l'Europe. C'est une autre organisation internationale, mais qui se trouve Mhm. à Strasbourg, en France. Et en fait, elle comprend 46 États. Et la base de cette organisation, c'était l'État démocratique, les droits de l'homme, moi je dis les droits humains, Mhm. etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a deux organisations et effectivement, parfois, les réglementations, ça peut se rejoindre, mais ce qui est appliqué dans l'Union européenne, ne peut pas forcément être appliqué dans tous les pays qui font partie du Conseil de l'Europe parce qu'il y a plus de pays là-bas. D'accord. Mais par contre, ce qui est appliqué au niveau du Conseil de l'Europe, ça va forcément être appliqué, enfin, ou doit être appliqué Mhm. dans l'Union européenne parce qu'en gros, bah, tous les pays de l'Union européenne, même le pays qui est sorti en français, c'est Great Britain. Oui, l'Angleterre, Voilà, le même, Royaume-Uni. oui, c'est ça, même le Ouais. Royaume-Uni fait partie du Conseil de l'Europe, donc ça va être appliqué dans l'Union européenne. D'accord. Voilà, petite précision S'appliqueront comme ça, aussi ces règles-là. c'est ça. Super. C'est intéressant parce qu'en fait, en Europe, donc l'IA a commencé à se préparer en fait à l'arrivée. Enfin, l'Europe a commencé à se préparer à l'arrivée de l'IA depuis plusieurs années. Et depuis 2019, en fait, on a un groupe de travail qui a travaillé sur ce qu'on appelle l'IA de confiance. Ouais. Donc, c'est un groupe de travail qui était relié à la Commission européenne. Et l'IA de confiance, donc l'idée, c'est de définir des axes euh, qui donnent un cadre en fait à ce que peut être une IA qui serait digne de notre confiance. Donc en fait, ils ont décliné en 7 axes différents. Donc Oui, je peux vous les citer pour donner oui, un peu une c'est idée très de bien. ce que ça représente cette définition-là. Donc ça serait voilà, contrôle humain, robustesse technique et sécurité, gestion des données privées. Donc là-dessus, on a vraiment un axe qui est déjà beaucoup travaillé en Europe avec la RGPD, la transparence, la diversité, non-discrimination et équité, le bien-être sociétal environnemental et la responsabilité. Donc, ce sont vraiment en fait des axes qui sont définis pour que l'IA soit
digne de confiance en Europe. Et c'est là-dessus en fait que se base la future réglementation qui va arriver en 2026, qui s'appelle l'AI Act, qui sera appliquée pour justement encadrer l'utilisation et la commercialisation de l'intelligence artificielle en Europe. Voilà. Donc on va pouvoir peut-être échanger là-dessus aussi, mais ça me semblait être intéressant Oui, de donner ces définitions qui est complètement reliée à l'Europe. Oui. Et tu m'as parlé aussi d'une lettre ouverte Oui, des entreprises, c'est en très fait, intéressant. alors il y a eu pas mal de lettres ouvertes que vous avez dû voir passer dans les médias. Donc il y en a eu deux au niveau des États-Unis qui voilà parlaient du risque existentiel. Et là, assez récemment, en fait, il y a eu une lettre ouverte qui a été rédigée par 150, je crois, entreprises de l'Union européenne. Pour justement faire pression et demander que cette future réglementation qui va être mise en application en 2026 ne les empêche pas de commercialiser comme elles le souhaitent. En fait, elles ont peur qu'on touche un peu trop à la concurrence commerciale de l'Europe. Et je trouve ça hyper intéressant et c'est vrai qu'on avait un peu échangé là-dessus la dernière fois parce que je pense que être concurrentiel et pouvoir commercialiser son IA, c'est bien, mais pas au détriment des droits européens, des droits c'est ça. humains, en fait. Ouais. Et je pense que voilà, cette réglementation, l'AI Act, qui va être mise en application en 2026, l'Europe a vraiment une volonté de protéger ses valeurs et les droits humains. Voilà, alors je sais pas, peut-être les valeurs européennes, ça sera intéressant peut-être de les restituer. Est-ce que c'est vraiment lié à... Est-ce qu'on les retrouve dans les axes de l'IA de confiance, les valeurs européennes? Je sais pas si. Tu vois, c'est ce qu'on se disait la dernière fois. Pour moi, tout ce qui est les valeurs européennes, des réglementations, des choses comme ça, même des déclarations, pour moi, parce que moi, en fait, je suis juriste, tu vois, pour moi, c'est du blabla. Si derrière, il n'y a pas de sanction, si derrière, Ouais. on n'a aucun recours. C'est pour ça que je parle autant de la CEDH, donc de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que pour moi, c'est un des seuls recours qui permet en fait de restaurer, on va dire, les droits humains. Et en fait, le problème avec tout ça, c'est que s'il y a un règlement, ok, c'est bien, mais s'il n'est pas respecté, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Et donc, la solution que moi je vois, c'est effectivement pouvoir s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour ça, on peut utiliser plusieurs, je pense, en fait, en fonction de ce qui va se passer, on peut s'appuyer sur plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Et comme ça, on peut en fait parler avec toi des différents problèmes. Et moi, je peux parler des articles sur lesquels on peut s'appuyer en fait. Donc, le premier problème qui me vient tout de suite, c'est la protection des données personnelles. Ouais, complètement. Donc, effectivement, c'est un gros enjeu en Europe. On a déjà la RGPD qui couvre, je crois, depuis 2015, si je dis pas de bêtises, la protection de nos données. Et on a déjà des articles de la RGPD, en fait, qui nous protègent, même avec l'arrivée de l'IA, qui sont déjà en application. Et donc, voilà, par exemple, vous avez le droit de demander si vous faites l'objet d'un traitement automatique ou humain. Vous avez le droit de savoir et de retirer vos données. Voilà. Donc, l'IA, ça passe aussi dans ce cadre-là, en fait. Même les IA génératives qui commencent à être utilisées partout. Le terme de protection des données, je pense que c'est assez parlant, les problématiques qu'on peut rencontrer. J'ai pas d'exemple nouveau qui me vient en tête, mais on a vu toute la fuite des données, par exemple avec les IA génératives, ChatGPT qui est utilisé dans les entreprises de plus en plus. Génial. Et effectivement, les employés ne reportent pas forcément à leur direction en fait l'utilisation de ChatGPT. Donc il y a énormément de fuites de données d'entreprise via cet outil qui, alors je crois qu'il y a une version maintenant qui est sécurisée, qui il me semble est payante pour les entreprises, mais la plupart du temps les employés ne reportent pas à leur direction. Donc c'est une utilisation qui est un peu entre le pro et le perso. Voilà, donc c'est vraiment devenu une affaire des comités de direction en fait d'entreprise pour protéger ces données en interne. Ouais. Et tu vois, ça me fait penser aussi à rien que hier, j'ai fait le montage en fait de mon passage au Parlement européen et là-bas j'ai pu tester le système de reconnaissance faciale.
tu vois, qui Alors, autre s'utilise beaucoup. sujet, Oui, un autre autre sujet, mais sujet. oui, complètement. Ouais, donc Ouais, effectivement, je me rends compte que c'est pas les humains qui sont en train de te regarder et se dire oui, ça doit être une femme de tel et tel âge, parce qu'en fait, ça reconnaît énormément de choses. Et encore, ouais. je sais que dans la vraie application, en fait, ça reconnaît encore beaucoup plus de choses. L'exemple que, voilà, pour ou contre la reconnaissance faciale. Donc, justement, l'exemple concret que je vais vous donner, ce sont les affaires avec lesquelles j'ai travaillé auparavant. Mhm. En fait, en Russie, donc il y avait cette reconnaissance faciale un peu partout, surtout depuis la Coupe du Monde, je crois. Mhm. Mais de plus en plus, quand il y avait de plus en plus de personnes, comme par hasard, qui étaient contre la politique qui existe en ce moment-là. Et en fait, ce qu'on a retrouvé, c'est que donc les gens qui participaient aux manifestations, en fait, au bout de plusieurs mois, on les retrouvait dans le métro ou quelque part ailleurs et on les arrêtait et Mhm. on les mettait en prison, etc. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais tout simplement, comment ça a été fait? Bah, tout simplement, les gens, même s'ils portaient un masque, même s'ils portaient des lunettes, même s'ils portaient des gants, etc., en fait, ce système est tellement bien fait que ça Mhm. reconnaît tes mouvements, ta façon de marcher, ta façon de parler, enfin, je sais pas, enfin, tout ça, c'est incroyable. Donc, pour Oui. l'instant, malheureusement, j'ai pas vu la bonne utilisation parce que justement, il y avait un avocat, un confrère à moi en Russie, qui a mis un parallèle. Donc, les gens qui ont été arrêtés euh, parce qu'ils ont participé à des manifestations. Et en même temps, il y avait un serial killer, enfin un homme armé, Ouais. qui est venu dans une école, donc un peu comme aux États-Unis. Il est Mhm. venu dans une école avec une arme. Et le truc, c'est que il a marché pendant plusieurs kilomètres avec cette arme. Il a été filmé Sans, partout. Et en ouais. fait, personne n'a réagi. C'est ça qui est Sans fou. être Donc, arrêté. Mhm. voilà, comme quoi, bah, tout dépend en fait qui a programmé tel et tel IA. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, complètement. Il y a forcément des biais de programmation, hein. Mais comme tu le disais, c'est des outils qui sont assez performants. Et en Europe, si je dis pas de bêtises, leur utilisation a été non autorisée. C'est assez récent, Pour hein. Je crois que ça a l'instant, été interdit pour justement, l'instant. il y a Il faut cette savoir qu'en question-là. France, Il y a cela en voilà, France, tu vois. est-ce qu'il y a cela en France? Alors, il faut savoir qu'en France, il y a quelques mois, on a eu le débat autour de la sécurité pour les Jeux Olympiques en fait Ouais. de Paris, et il a été refusé d'utiliser de la reconnaissance faciale. Par contre, il a été autorisé d'utiliser des caméras intelligentes qui repèrent les situations à risque. Alors, dans les situations à Ouais, risque, ça peut être un départ de feu, un départ de bagarre, etc. J'ai pas d'informations sur leur fonctionnement. Par contre, on c'est sait que ça la depuis que question. Ouais. l'Europe Exactement. Que depuis que l'Europe a interdit en fait l'utilisation de la reconnaissance faciale, la France a demandé à l'Europe d'être un peu plus laxiste, dans le sens où elle a fait justement référence aux Jeux Olympiques et a demandé, dans des cas particuliers, à ce qu'on puisse quand même utiliser la reconnaissance faciale. Voilà, donc c'est des négociations qui sont toujours en cours en fait sur la reconnaissance faciale. Mais effectivement, alors, tu parlais de ton expérience tout à l'heure. J'étais en Chine très brièvement et c'est pareil, en fait, il y a de la reconnaissance faciale partout dans la rue, même sur les autoroutes, en fait, on se fait flasher. Et effectivement, tu as l'impression d'avoir une perte de tes droits fondamentaux, quoi, en fait, parce que t'es suivi partout. Tout le temps, tout On n'a pas le temps, l'habitude en partout. France, Ouais. ou en tout cas, voilà, c'est pas autant médiatisé, quoi. Mais tu vois, Ouais. moi, je pense que tout dépend en fait dans quelle mesure ou comment c'est cadré. Parce que d'un point de vue, tu dis, bah, si je veux être plus en sécurité avec Mm. ça, c'est OK. Mais dans la plupart du temps, en fait, c'est utilisé contre le peuple, on va Oui, dire. oui, bien Parce que sûr. tu vois, parce qu'il y a Oui, des c'est les abus. En conditions Chine, d'utilisation. c'est ça. En Chine, c'est pas forcément utilisé pour protéger les gens, on le sait, Complètement, tu vois. complètement. En Russie non Ben, plus. tout Ouais, à fait. C'est une discussion que j'avais avec justement un chef d'entreprise, je crois que c'était hier, qui disait que pour lui, c'était vraiment pas la technologie qu'il fallait encadrer, mais vraiment l'usage en fait de la ouais, technologie. ouais. Et c'est un peu ce point-là, et je suis assez d'accord. Et sur l'AI Act, ce qui est intéressant, c'est qu'on encadre vraiment l'usage parce qu'on est sur une hiérarchisation en fait de l'impact. C'est-à-dire que vous allez avoir des systèmes d'IA qui vont être interdits parce qu'ils ont un impact direct sur nos droits. Donc, par exemple, tout ce qui va être
euh, les outils utilisés pour trier des CV, ce genre de choses, les outils utilisés pour euh, de la manipulation subliminale. Il y a des outils voilà, qui vont être interdits. Ensuite, il y a des outils qu'on va auditer et on va voir si ça respecte vraiment les règles d'IA de confiance. Donc, on va avoir des experts qui vont auditer directement ces outils et décider si oui ou non ils respectent un certain nombre de critères pour être acceptés. Et après, il va y avoir des outils qui n'ont pas, enfin, qui sont jugés sans impact direct sur la vie humaine et qui seront acceptés de facto. Voilà, peut-être des IA pour trier les mails, voilà, ce genre de choses. Donc, Ouais. on est vraiment sur, je trouve, encadrer l'utilisation, en fait. Est-ce que ça va avoir ou non un impact sur nos droits directs? Voilà. Ouais. Après, je me C'est dis, tu intéressant. vois, c'est effectivement, OK, en Europe, ça va être encadré, mais qui Ouais. peut garantir qu'avec l'utilisation de l'Internet, tout simplement, qu'on ne peut pas aller télécharger une application avec un Alors, on pourra VPN ou pas quelque chose tout. comme ça. Alors, c'est sûr, on pourra pas tout encadrer, mais pour autant, c'est déjà bien de mettre des guidelines Oui, oui, en Europe. Et il faut savoir que c'est quand même un projet de loi qui est travaillé depuis assez longtemps, hein, l'AI Act, je crois, depuis 2019 ou peut-être même 2018. Et c'est en fait le seul pour l'instant projet de loi qui est le plus ambitieux. En fait, oui, les États-Unis oui. sont en train de s'inspirer de l'AI Act. Donc c'est vraiment on est les premiers, si vous voulez, à mettre en place une réglementation, à l'expérimenter. Et c'est aussi pour ça qu'on voit arriver des lettres pour se plaindre des entreprises, parce que c'est toujours difficile de réguler l'innovation. On veut être concurrentiel, en même temps, on veut que ça soit quelque chose de vertueux, qui n'ait pas Oui, d'impact oui, clairement, sur nos droits, clairement. etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit ces premières lettres, parce que les entreprises s'interrogent en fait de comment ils vont pouvoir mettre en application ces règles. Et on a aussi du lobbying. C'est vrai que je t'en ai pas parlé, Oui, c'est vrai. mais OpenAI a fait beaucoup de lobbying. Donc le document a été rendu public, ou a fuité en tout cas il y a de ça quelques semaines ou quelques jours. Ça, c'est Et intéressant, OpenAI a fait ça. beaucoup. Ouais, OpenAI a fait du lobbying pour justement que l'AI Act soit moins, comment dire, strict. Mhm. L'objectif, c'était que ChatGPT puisse rester dans l'Europe, et donc il voulait vraiment pas être dans le rouge. Voilà. Ok. Et cette version, donc, avec le lobbying de OpenAI, est celle qui a été validée en mai. Voilà. Waouh, waouh, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ouais, ouais, Euh, complètement. ouais. Euh, Tiens, on va parler de l'utilisation des IA, en fait, dans quelle mesure elles peuvent nous aider et dans quelle mesure elles peuvent justement violer les droits humains. Tu te souviens, on a parlé avec toi de cette impartialité Oui. des Alors, un IA. bon exemple que j'aime bien donner, c'est effectivement, on peut imaginer demain qu'on aura des outils d'aide à la décision. Donc, c'est des outils, en fait, où vous rentrez des données et puis qui vous donnent leur avis, en fait, quelque part. Voilà. On peut imaginer qu'on aura ce genre d'outil, par exemple, dans un tribunal, qui Oui, pourra donner une décision à un juge. Donc, la première chose, c'est vraiment le premier axe d'y être confiance, c'est le contrôle humain. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que demain, même avec ces outils qui vont arriver partout d'IA, on n'aura pas d'erreur d'IA, on aura des erreurs humaines, parce que l'humain doit rester en contrôle, en fait, de l'outil. À aucun moment, il faudra qu'on rejette la faute en disant, c'est l'IA qui s'est trompée, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait l'humain qui reste avec ce contrôle, vraiment un expert qui prenne cette décision. Pour qu'il puisse prendre cette décision, moi, ce qui me semble être primordial, c'est qu'il faut qu'il comprenne comment la décision elle a été prise par l'IA. Et ça, c'est un autre axe de l'IA de confiance, c'est tout ce qu'on appelle vraiment la ouais. transparence, l'explicabilité. C'est qu'il faut qu'il comprenne que l'IA, elle a ses limites, en fait, et dans quel cas il faut qu'ils prennent du recul. Par exemple, aujourd'hui, on sait que les IA sont très souvent défavorables aux minorités parce qu'elles ne sont pas entraînées sur des données qui sont forcément représentatives. Même Oui. si la donnée ne fait pas tout, elle fait quand même une grande partie. Et même, Donc, pardon, et même ouais, clairement, les IA sont racistes même. oui, Tu vois, c'est ça le très clairement. problème. Donc, par rapport à ça, je voulais soulever l'article 14, c'est la discrimination, enfin tout ce qui est racisme, etc. Donc, c'est l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Parce qu'effectivement, vu que les IA s'inspirent
de tout ce qui est sur Internet, en gros. Donc, je suis Mm. désolée, mais malheureusement, on vit dans cette société-là et forcément, les IA sont pareils. Complètement. Elles reproduisent en fait les biais de la société. Et là, effectivement, alors c'est un tout autre sujet qui est super intéressant de se baser en fait sur les données qui ont été utilisées à l'entraînement pour comprendre quels vont être les biais en fait de la machine. C'est super intéressant. Alors, la data, ça fait peut-être 80% du boulot. Ça fait pas 100% parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut rectifier après l'utilisation de la donnée. Alors, raciste à cause des bases de données. Oui, exactement. Raciste à cause des bases de données sur lesquelles elles sont entraînées. Par exemple, si vous prenez ChatGPT, il a été entraîné sur Internet. On a filtré en fait un petit peu Internet en retirant justement des propos racistes, des gros mots, des Après, je choses me dis, liées au sexe, par c'est exemple, etc. impossible de tout retirer quand même. C'est Alors, impossible. il filtre, mais en fait, Ouais. tu retires des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, on sait qu'en retirant tout ce qui est en lien avec le sexe, on retire par exemple tout ce qui va concerner la communauté LGBT. Voilà. Donc, Waouh. en fait, tu imputes aussi, Waouh. voilà, dans la donnée. Incroyable. Donc, c'est ça qui Ouais. a été fait. Pour autant, sur Internet, eh ben, on trouve quand même tout et n'importe quoi et surtout beaucoup n'importe quoi. Donc, quand tu entraînes en fait sur ces données-là, effectivement, on va reproduire les mêmes biais. Aujourd'hui, c'est tout un axe de travail hein, d'aller sur la non-discrimination, d'essayer de trouver comment dire, des évaluations normalisées pour essayer de comparer les IA entre elles et de voir celles qui sont plus ou moins biaisées. Mais effectivement, il faut se dire que demain, l'IA parfaite, elle n'existera pas. L'IA sans Ouais. biais qui sera, voilà, c'est une utopie en fait, elle n'existera pas. Donc, c'est mon avis, mais je pense qu'on a besoin de cette transparence. Simplement pour expliquer, l'IA, elle a été entraînée de telle manière. On sait qu'elle performe bien sur telle classe, donc par exemple sur tel type de personne, je dis n'importe quoi. Et par contre, on sait qu'elle a des limites sur telle minorité parce que elle n'a pas été entraînée de telle manière, parce que les scores sont pas bons. Et souvent, ce qu'on regarde dans les IA, c'est une métrique qui s'appelle la précision. Donc, j'avais Mhm. donné un exemple dans un post. Par exemple, des fois, on a une précision qui est excellente parce que la classe majoritaire est très bien représentée, mais on va avoir une classe minoritaire et on peut en fait faire l'analogie avec nos minorités en fait hein, dans la vie courante est très peu représentée. Mm. Et donc du Ouais. coup, on a des très mauvais scores sur cette classe minoritaire, mais ça ne transparaît pas dans cette métrique. Donc c'est pas suffisant en fait pour se représenter la performance de l'IA quelque part. Il faut aller plus loin. Il nous faut plus d'explications, plus de transparence sur comment elle a été entraînée et quelles sont ses limites. Je pense que c'est vraiment voilà important Ouais. et ça permet de voilà si on reprend notre exemple du tribunal de se représenter. Le contrôle humain est important, la transparence c'est important parce que si cet outil de la décision elle vous trouve coupable, ben un expert humain serait capable d'expliquer. Pour une IA, on a besoin d'avoir cette explication. Tu vois, ça c'est super intéressant parce que j'ai pas encore abordé ce sujet ni sur Instagram ni sur YouTube, mais à mon avis, un juge impartial, ça n'existe pas. Tout Mmh. simplement parce que on a tous grandi avec je sais pas, des a priori, avec des connaissances de telle et C'est telle ça qu'on a situation. intériorisé des choses, Voilà. tout simplement. Donc, c'est impossible. Effectivement, quand on parle d'un juge impartial, il faut pas, enfin, ça veut dire qu'il ne doit pas être impliqué vraiment, on va dire, quasi directement ou indirectement. Mais c'est aussi, c'est ce que l'article 6 nous garantit, tu vois, normalement. Et c'est pour ça, au début, je me disais, oui, peut-être les IA, elles pourraient être impartiales, tu vois. Donc, je me dis, parce Ouais, qu'en fait, tu rentres les données, on va dire, je sais pas, la personne, elle a fait ça, ça et ça. Et donc, le résultat va être comme ça. Mais en fait, finalement, je vois que, vu que les IA vont dépendre de toute manière des humains, même les IA ne sont pas vraiment impartiales. alors Enfin, c'est incroyable. ouais, complètement. Et en fait, on pourrait essayer d'imaginer l'inverse. Comme on se disait la dernière fois, c'est un peu le reproche du Conseil de l'Europe de dire que les États membres sont uniquement réactifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sort plein de nouveaux outils IA et la France réagit après coup en disant bah ça, faut pas le faire, Mhm. ça on va réglementer, etc.
Et le Conseil de l'Europe, ce qui reprochait, c'était de ne pas être suffisamment proactif parce que l'IA peut jouer un réel rôle, pardon, dans la protection de nos droits. Oui, Et on oui. pourrait imaginer euh, peut-être pas une IA qui serait pas biaisée, parce que moi je pense pas que ça soit possible, mais peut-être une IA qui permette justement de rétablir par rapport aux biais en fait que tu pourrais rencontrer dans une cour, tu vois, de peut-être débiaiser ou d'expliquer pourquoi la décision elle a été rendue de cette manière-là et que c'est pour parce qu'on a intériorisé tel biais. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des systèmes qui pourraient être imaginés qui permettent de protéger plutôt nos droits plutôt que d'être dans la réaction en fait à chaque fois. Oui, effectivement. Je me dis aussi que ça pourrait être très bien, par exemple, pour des personnes qui n'ont pas accès à des avocats, enfin à la justice, on va dire, qui n'ont pas les moyens. Ça pourrait peut-être les aider je sais pas, à faire des checklists ou des choses comme ça Mmh. avant de s'adresser. Parce qu'en fait, j'ai vu récemment que justement la CEDH a sorti sur leur site une espèce de checklist qui permet de voir si tu peux faire une requête à la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord. Sauf que quand je commençais à le faire, je suis désolée, et d'ailleurs je vais faire un post, j'ai l'impression que ça a été fait par des gens, soit qui n'ont jamais travaillé à l'extérieur de la cour. Bah, déjà, le D'accord. visuel est pourri, voilà, mais même les questions, elles sont pas correctes du tout. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a choquée. Voilà, tu vois, je me dis, non, mais Ouais, ouais, c'est pas bien possible quand sûr. même que la CEDH, elle sorte ça. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir sortir quelque chose de meilleur, parce que là, je vais vraiment leur dire, bah, les gars, ça se fait pas du tout. Mais tu vois, quelque chose qui peut faciliter, en fait, vraiment la vie des gens. Comme j'ai dit, quelque chose qui peut nous Ouais. faciliter la vie du point de vue de la protection ou du point de Mm. vue de l'accès à l'information, etc. Parce que là, pour l'instant, je suis désolée, mais j'ai toujours l'impression que c'est utilisé contre nous. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Il y a des choses bien hein, qui se font vraiment, Vas-y, mais dis-nous. non, mais je pense par exemple, il y a beaucoup d'avancées dans le médical qui sont très belles. Hein. On voit vraiment des IA qui vont venir nous aider à repérer le cancer beaucoup mieux. Il faut garder en tête que les IA, elles sont Oui, entraînées si vraiment tu peux sur nous une en parler un tâche. peu plus, parce que tu vois, c'est Aujourd'hui, pas du tout mon domaine et ça peut peut-être oui, donner un peu plus d'espoir en fait avec tout ça. complètement. Alors voilà, il y a l'IA qui nous aide à décarboner, il y a l'IA qui nous aide à rechercher le cancer. Il y a de très belles avancées dans le médical. L'IA, en fait, elle est entraînée sur une tâche. Donc, ce qu'on, voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA, en fait, elle va être meilleure que nous sur une tâche. Donc, pour repérer des cancers, Ok. par exemple, c'est super parce qu'en fait, elles ont des meilleurs scores, si vous voulez, que les docteurs. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer le Mhm. docteur. Ça veut dire que ça va être vraiment un outil de travail. C'est un outil, hein, l'IA, qui va aider le docteur à faire ce repérage et qui va lui permettre d'automatiser peut-être une tâche qui va lui permettre de se dégager du temps pour toutes ces autres tâches. Ça, c'est Voilà, pour tout le super. traitement de Ouais. l'humain qui est autour, etc. Voilà. Euh, alors, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais le médical, je trouve que c'est un très très beau champ sur lequel l'IA fait des très belles Moi choses. aussi, j'ai entendu un autre Euh, exemple, c'était par rapport à l'apprentissage d'une langue, par exemple. mhm. Donc, des La IA. traduction a énormément Oui, la progressé, ouais, traduction, aussi. effectivement. Mais aussi, je sais qu'il y a des startups qui essaient de développer des IA qui vont s'adapter à l'humain pour lui proposer tel et tel exercice, enfin, personnalisé, on va dire, pour apprendre une langue. Et il y a Mhm. clairement, enfin, en tout cas, il y a des startups qui essaient de le faire, clairement reproduire les profs, enfin, je veux dire, les humains qui Ouais. existent en prenant leur façon de parler, leur façon de d'écrire, etc. Donc c'est incroyable en fait. Oui, et c'est un gros sujet, ça encore, l'histoire des jumeaux numériques pour les humains. J'en avais un peu parlé, mais il y a beaucoup de sujets qui en découlent, en fait, de questions d'éthique qui en découlent. Oui, J'avais vu c'est vrai. passer il y a pas longtemps un projet pour reproduire justement, tu parlais d'avoir accès à une checklist, à un avocat avant de passer à la cour. Mm. J'ai vu passer un projet là récemment, c'est un projet qui est assez ancien et qui est relié au MIT, où justement il disait que plus tard on pourrait construire son profil professionnel et le mettre en fait sur une application. Et simplement les gens téléchargeraient votre profil pour avoir accès à vos conseils. Euh, voilà. Donc, Ok, ça soulève oui. plein de questions éthiques, en fait.
C'est hyper intéressant. Droit d'auteur aussi, Euh, peut-être. oui, alors le droit d'auteur, c'est un sujet, effectivement, ça j'espère. L'Europe est un peu en avance hein, sur la partie copywriting. Ouais, Normalement, ça devrait être interdit avec l'AI Act, hein. Enfin, pas interdit, mais du moins les données sur lesquelles les systèmes d'IA sont entraînés devraient être rendues publiques. Enfin, on devrait pouvoir accéder en fait aux données qui ont servi à l'entraînement. Donc normalement, les données protégées par des copyrights devraient pas être utilisées pour les entraînements. J'ai en tête Midjourney, ouais, ChatGPT qui utilisent actuellement ouais. beaucoup de données protégées par des droits d'auteur sans. Ouais, complètement. Tu vois, j'avais un exemple en tête, parce qu'effectivement, les IA, elles peuvent nous sortir des textes ou des choses comme ça, tu vois. Et en fait, je me suis dit, quel va être le lien entre la liberté d'expression, donc c'est l'article 10 de la Convention, et l'article 8, c'est la protection de la vie privée. Je m'explique. En fait, quand par exemple, si on parle des humains, si une personne, quand elle s'exprime, elle blesse, on va dire, une autre personne, Mhm. donc elle évoque la liberté d'expression. Donc l'autre personne qui est blessée, elle peut dire, bah, en fait, c'était une atteinte à ma vie privée, tu vois, et donc elle peut évoquer l'article 8 de la Convention. Et là, je me D'accord. dis, si une IA, Mm, elle sorte vraiment un texte, tu vois, c'est ce qu'on s'est dit, je sais pas, un texte hyper raciste ou des ouais, choses comme ça, qui est, qui est complètement. responsable en fait? Complètement. En fait, ça me fait penser à plusieurs choses. Déjà, je crois qu'en France, il y a eu 2 ou 3 plaintes déposées justement pour diffamation contre Pas ChatGPT ou mal, quelque pas chose mal. comme ça. Parce que justement, des gens qui avaient tapé leur nom en disant qui suis-je, voilà. Et en fait, ils avaient des profils, voilà, ça leur est sorti n'importe quoi, de criminels ou je sais pas quoi. Donc, ils avaient porté plainte, je sais pas comment ça se passe, mais voilà. En tout cas, ça avait été médiatisé en France. Mais oui, il y a toutes ces questions de si on a des jumeaux numériques et qu'ils sont entraînés sur des données biaisées et que d'un seul coup ton jumeau numérique devient raciste ou produit du texte qui est voilà, voilà, toutes ces questions, elles sont aussi à anticiper en fait. Ouais, Est-ce qu'on veut vraiment aller dans ce sens-là aussi, avoir des jumeaux numériques qui sont un peu hors de contrôle? ouais. Complètement. Et puis ça me fait penser à ce que tu me disais l'autre fois des chatbots aussi, ce Oui, qui est arrivé oui, en Belgique. c'est ça, clairement. Oui, Donc effectivement, pour remettre un peu de contexte, en ouais, fait, c'est que donc il y a beaucoup d'entreprises qui se rendent compte qu'elles souhaitent automatiser des hotlines, par exemple, en mettant des chatbots derrière. Ou alors des entreprises qui sortent des applications avec ses amis virtuels. Et donc, c'est ce qui s'est passé en Belgique. En fait, c'est une application, donc j'ai fait une petite vidéo dessus, ça s'appelle Replica, vous l'avez sur mon compte, qui utilisait donc cette application et qui a commencé en fait à sortir comment dire, des propos qui étaient complètement déplacés en fait sur cette personne qui, a priori, devait être déjà fragile. ouais. Et ça a terminé par malheureusement un suicide. Mais en fait, on se rend compte que il y a beaucoup d'entreprises qui prennent cette voie un peu rapide en essayant de surfer sur ce terme à la mode d'IA, qui mettent en place des chatbots. Ça a été le cas, par exemple, il y a de ça, je crois, un mois, une entreprise pour une hotline, je ne sais plus pour quel problème, je crois que c'était des troubles alimentaires, qui avait remplacé son équipe humaine par un chatbot. Donc ça a fait des gros titres déjà, parce que c'était déjà très mal vu. Et peut-être le lendemain ou le surlendemain, ils ont refait les gros titres parce que, pareil, en fait, le discours avait dérivé et ça sortait des choses absolument abominables en fait aux utilisateurs. Donc voilà, il faut toujours C'est ça, s'interroger. Je pense que les entreprises aujourd'hui s'interrogent pas suffisamment quand elles mettent sur le marché ou quand elles utilisent des chatbots. Quel va être l'impact sur les utilisateurs? Quel va être l'impact sur des personnes qui sont plus fragiles? Et je pense que la bonne question à se poser, c'est pas est-ce que l'IA peut faire? Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur cette conception-là. J'ai des gens qui m'envoient des messages en me disant j'ai cette idée d'IA, ça pourrait être bien pour automatiser tel truc, qui pensent vraiment en termes d'IA parce que voilà, c'est beaucoup à la mode en ce oui, moment. oui, Je pense que la bonne question, c'est pas est-ce que l'IA peut faire, c'est est-ce que c'est pertinent en fait. Il faut éviter d'être techno-push et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus techno-push avec l'arrivée des IA génératives. Et dans certains cas, ça l'est absolument pas. Remplacer une équipe humaine par des chatbots sur des hotlines pour des troubles alimentaires, c'est cruel.
en fait. Oui, Enfin, c'est mon oui. avis personnel, mais je trouve ça cruel, en fait. Mais surtout, Donc, vu que voilà. ça commence tout juste, que c'est pas bien réglementé, on sait pas trop comment ça marche. Oui, effectivement, effectivement. Donc, en gros, enfin, tu vois, les gens qui veulent de l'aide, enfin, qui veulent un peu d'humain, bah, en fait, non, ils ont rien. Et en plus, ils ont des robots, on va dire, qui sont pas bien entraînés. Donc, c'est ça qui fait peur. Voilà, complètement. Je pense qu'il faut aller dans plutôt une co-construction avec l'IA. C'est comment l'IA va pouvoir nous augmenter. L'IA, comme je disais, elle est super bien. Elle va être plus précise que nous sur certaines tâches. Pour repérer des cancers, par exemple, ça va être plus précis que nous. Ils vont être meilleurs, mais ça va être une Oui, tâche. Et ça va nous ouais. permettre de dégager du temps justement pour tout ce qui est le travail humain autour. Ben, vraiment, le docteur, il fait plein de choses en relation avec ses patients, quoi, en fait. Et ça va permettre de dégager du temps pour ça, pour ce travail-là. Et je pense qu'il faut aller plutôt vers cette composition-là que de remplacer des équipes humaines par des chatbots sur des applications qui sont dangereuses en fait pour certains utilisateurs. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, tout ce qui est, tu vois, cette question juridique et droit humain, moi, je le vois du point de vue comment se protéger. Et donc, ça peut aider effectivement les gens, on va dire, peut-être introduire des plaintes, des requêtes, etc. Mais pour l'instant, je vois pas, enfin, surtout après ton explication, je vois pas comment Mm. les IA peuvent remplacer les juges surtout, tu vois, parce que voilà, elles peuvent pas et Ouais, je sais pas si ça peut remplacer mm, les avocats parce que bah non. pareil, c'est Honnêtement, compliqué. ils n'ont pas vocation à ça. Après, il y a vraiment enfin, il y aura des outils d'aide à la décision, ça oui. Il y aura peut-être des outils pour les aider à faire certaines de leurs Oui, tâches plus rapidement. je Je me sais dis pas, de trouver la des recherche, informations de la parce qu'il y a des gros synthèse, dossiers. exactement. Ouais. Exactement ça, de la synthèse, peut-être de la Oui, rédaction, voilà, quand on leur donne ça c'est des bien, inputs de oui. la rédaction, de l'aide à la décision. Mais comme je disais, il faut que ce soit l'humain qui reste en contrôle en fait de cet outil-là. Il est là pour augmenter et pour moi, il n'a pas des fins de remplacement en fait, En de fait, remplacement c'est ça qui est d'un intéressant. poste. Tu vois, un humain, il peut être là, peut-être il peut surveiller, etc. Mais comment l'humain peut être sûr aussi que Que la l'IA, décision est la bonne. ouais, tu vois, que la décision est la bonne. Et j'ai entendu cette histoire d'un avocat, je crois qu'aux États-Unis, qui a demandé de lui trouver, Oui, tu vois, de la tout à jurisprudence fait, et tout était tout faux. à fait, Donc, comment tu peux être sûr? C'est pour ça, en fait, moi, je passe mon complètement. temps, je passe parfois des heures à trouver une jurisprudence Mm. parce que je ne peux pas faire confiance au site, je ne peux pas faire confiance même aux autres, enfin, à certaines d'autres décisions parce que j'ai vu et je sais Ouais. comment ils sont rédigés, malheureusement. Voilà. Donc, D'où le besoin d'explicabilité, en fait, qu'on soit en mesure de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, si cet avocat comprenait le fonctionnement de ChatGPT, et je veux pas dire le code, les couches, etc., là, hein, je veux simplement dire que s'il savait que c'était un outil qui génère du texte et que c'est pas un moteur de recherche, voilà, qu'il aurait pu s'en servir pour, avec peut-être un prompt très précis pour chercher de la donnée, mais et encore pour rechercher de la donnée qui est si importante dans une affaire. Je pense que voilà, c'était pas le bon outil. En sachant qu'il est entraîné sur Internet, qu'il peut avoir ouais, des hallucinations, toutes ces limites-là, en fait, ouais. il aurait pu se dire, je vais pas faire mes recherches sur cet outil-là. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre les limites et de comprendre le fonctionnement assez basique en fait des outils pour justement rester en contrôle, parce que là, clairement, il n'était pas en contrôle, en fait. Ça veut dire qu'il ne comprenait pas la décision qui a été rendue et comment elle a été Ouais. prise. Voilà, c'est ça qui est J'aime bien important. d'ailleurs cette question, et même si on utiliserait pour la prise de décision, il n'y aura quasi jamais de changement de la jurisprudence. Effectivement, je me dis aussi, si l'IA, elle se base que sur ce qui existe, bah forcément. Oui, Après, ça peut aider. d'accord, je vois. Par exemple, ça peut aider, je vais vous expliquer. En fait, à la CEDH, par exemple, il y a certains types d'affaires qui sont traitées par le comité, qui sont composés de 3 juges. En fait, ce sont les affaires qui sont similaires parce qu'il y avait déjà beaucoup de jurisprudence là-dessus,
que c'est clair Mhm. et net. Et du coup, les décisions sont très courtes parce que bah, on comprend tout. Rien qu'aujourd'hui, j'ai sorti la vidéo sur Oui, cette d'accord. décision, tu vois, sur la France, sur les conditions de détention. Donc, en gros, on comprend que voilà, les conditions sont mauvaises, c'est tout. Donc, on utilise la même jurisprudence. Par contre, si ça commence à changer, si c'est pas tout à fait la même affaire, s'il Oui, y a d'autres éléments, complètement. bah là, c'est plus compliqué. Si c'est pas mis à jour, si c'est Oui, sur la même donnée, complètement en fait, ouais, on a ces ouais, risques-là. ouais. D'où aussi le besoin d'avoir des systèmes qui sont spécialisés. Enfin, je veux dire sur quelque chose d'aussi critique que la loi, que des procès, etc. Je n'ai pas le vocabulaire, mais sur des choses aussi critiques, il y a besoin d'avoir des outils qui sont spécialisés là-dedans, qui sont maintenus à jour, qui sont sécurisés. C'est pas ChatGPT sur lequel voilà, il faut se reposer, qui est un outil d'accès grand public, entraîné sur Internet, biaisé, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir faire la part des choses. Pour autant, ChatGPT, c'est un outil qui est incroyable pour faire de la rédaction de contenu, pour faire de la synthèse, peut-être voilà, pour rédiger ses emails, Oui, etc. ouais. Il faut connaître vraiment l'utilisation, il faut savoir utiliser et connaître les limites. Voilà, je pense que c'est vraiment le message le plus important dans tout ce qu'on voit aujourd'hui passer, tous ces outils d'IA qui passent. Le plus important, c'est de savoir un peu les utiliser et surtout connaître leurs limites et dans quel cas les utiliser, dans quel cas ne pas les utiliser. Voilà, c'est ça le plus important, je pense, à retenir de tout ce qu'on voit passer en ce moment là, des outils IA sur Internet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, pour résumer, je vois que pour l'instant, avec tout ce qui se passe et vu qu'on n'a pas encore de réglementation claire et nette ou adoptée, parce que même ce que tu disais, c'est l'IA Act va être appliqué qu'en 2026, donc Oui, ouais. on a quand même encore pas mal de 2 ans de temps. battement, ouais. Voilà. Mm. Je vois pour l'instant qu'il y a quand même pas mal de risques pour les droits humains. Ouais. Pour l'instant, pas vraiment d'aide pour justement protéger les droits humains. Enfin, je veux dire, même les IA, elles peuvent pas nous aider forcément à protéger les droits humains. Donc, je sais pas encore comment on peut le faire. C'est pour ça qu'il faut Non, faire non, ça serait attention. bien, mais Ouais. Et on n'a pas beaucoup ouais. d'outils pour se protéger, malheureusement. Et quels sont nos recours du coup si on est face à ce type d'injustice par IA en fait? Alors on a parlé un petit peu du RGPD, il y a quelque chose qui peuvent nous protéger, mais quels sont nos recours en fait? Comment ça se passe si un jour on est face à une injustice par intelligence artificielle? Bah, tu vois, c'est super intéressant parce que je pense que tout d'abord, ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer de porter plainte au niveau national, essayer de se baser D'accord. vraiment sur les lois qui existent parce que bah, si la loi n'existe pas, bah, on peut rien faire. Tu vois, c'est ça qui est Ouais. compliqué en fait. Mm. Et donc, essayer de trouver quelque chose qui peut nous rapprocher, tu vois, de ça. C'est pour ça que j'ai pensé à ces caméras de surveillance parce qu'il y a déjà de la Ouais. jurisprudence là-dessus. Voilà. Mm. Et puis, si on voit que soit l'État ne réagit pas, soit on n'a pas de recours efficace, ou par exemple, ça peut aussi, euh, ça peut aussi se passer comme ça, c'est que l'État, en fait, par exemple, dit oui, il y a une violation de tel et tel droit, elle peut nous faire une indemnisation, enfin, elle peut nous indemniser, tu vois, Mhm. l'État peut nous Ok. indemniser, mais qu'on voit que c'est pas, enfin, je veux dire, parfois l'indemnisation, c'est, on va dire, 500 euros, tu vois, c'est pas suffisant. Ouais, Et ouais. C'est pas à hauteur de l'injustice. c'est ça. Et du coup, en ce moment-là, je vous conseille vraiment de vous adresser à la Cour européenne des droits de l'homme parce que pour l'instant, je vois que c'est le seul recours C'est le seul possible recours. en Europe comme ça qui peut vraiment protéger les droits humains parce que voilà, je ne vois pas d'autres. Et D'accord. là, vous pouvez vous baser sur différents articles. En fait, ça dépend. Comme cet exemple de la Belgique, malheureusement, moi, Mm. j'aurais dit que ça peut être une violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour ceux qui sont venus là récemment, parce que c'est le droit à la vie et l'État a cette obligation positive de protéger aussi la vie, tu vois. Donc, on peut dire que l'État, vu qu'il n'a pas restreint cet outil, par exemple, Ouais, on peut d'accord. dire Été que l'État est responsable. responsable. Oui, effectivement. Après, tout ce qui est la décision qui n'est pas impartiale, bah, c'est l'article 6. Ensuite, D'accord. tout ce qui est la discrimination, racisme, etc., tu vois, c'est l'article 14. Mais il doit être... Donc il y a quand même plein Oui, de
C'est de ça. choses qui sont déjà en place et qui nous Oui, protègent quand oui, même en attendant la c'est IACT. Ouais, ça. d'accord. Et en fait, l'article 14, il doit être combiné à un autre article de la Convention, mais après, vous allez voir, c'est en fonction de la situation. On a l'article 8, donc le droit à la vie privée. Donc, il faut que notre vie privée soit protégée, etc. Donc, on a tous ces outils-là. Et Mhm. ce qui est bien avec la Convention, c'est que malgré le fait qu'elle a été adoptée dans les années 50, en fait, on dit que c'est un instrument vivant qui évolue grâce à la jurisprudence. Parce qu'en fait, à l'époque, D'accord. effectivement, on ne parlait pas des LGBT, Mm. on parlait même pas des enfants qui sont nés hors mariage, tu vois. Et en fait, grâce D'accord. à la jurisprudence et tout ça, Mhm. maintenant on dit oui, on a tel et tel droit. Donc, je pense que la Mhm. Convention, elle peut bien nous aider dans ces cas-là. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même rassurant de savoir qu'il y a déjà un cadre en fait en attendant. Oui, Alors oui, pourquoi si loin? Pourquoi que 2026? En fait, le texte a été validé en mai. Il sera fini d'être validé. Je connais pas trop les cycles de validation, mais là en fin d'année 2023. Et en fait, ils vont laisser 2 années de battement justement pour que tout le monde se mette un peu en ordre de marche. Ils avaient fait la même chose avec la RGPD. mm, Ils avaient laissé 2 ans à tous les acteurs pour se mettre en place en fait en Europe pour appliquer ces règles-là. Voilà. Parce que c'est quand même assez impactant, hein. Il y a mais je trouve ça hyper beaucoup long. de Je suis choses à désolée, revoir. je trouve ça vraiment hyper long. Et je me dis Ouais, aussi que, enfin, je suis désolée, mais je me dis, parfois, il y a certaines décisions qui sont prises rapidement, genre des ouais. sanctions, de choses comme ça, etc. Alors qu'on voit à quel point, à quelle vitesse les IA sont développées. Je Mm, trouve que 2 ans et demi, c'est c'est vrai. hyper long. Donc, en C'est vrai deux ans qu'à et demi, l'échelle il peut se IA, passer n'importe c'est quoi. tu as tout à fait raison. En fait, c'est vrai qu'à l'échelle IA, enfin, il y a tellement d'innovations aujourd'hui. Euh, Mes collègues me disaient, data scientists, que même en 6 mois, en fait, les papiers scientifiques sont obsolètes. Donc, ça va extrêmement Incroyable, vite. Donc, ouais, ça peut incroyable. sembler long. En même temps, il y a toute une industrie en fait à mettre en place. Et Oui, puis après, bon, ça reste quand même des processus d'audit et tout ça à commencer à mettre en place. Donc, c'est c'est long. Alors imaginez, on est les premiers et ça sera appliqué que en 2026. Alors oui, imaginez c'est aux déjà pas mal. États-Unis, etc. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Ils sont toujours en négociation. Le texte de loi n'est pas encore rédigé. Donc ouais, c'est on a hâte que Ouais, ça arrive. Moi, je pense qu'il faut réglementer. Je pense que les entreprises qui ont écrit la lettre ouverte là dont on parlait tout à l'heure, c'est normal qu'elles se questionnent parce que c'est un processus qui a l'air lourd, qui va impacter beaucoup leurs IA, leurs systèmes, leurs technologies. Pour autant, voilà, comme je disais, pour moi, c'est bien avancé, mais si c'est au détriment en fait des autres, de c'est vrai. notre bien-être, de nos droits, etc., c'est pas quelque chose de viable Oui, en fait. Voilà. Mais bon, ça c'est mon avis perso. Après, je je suis sais que d'accord c'est pas avec toi. partagé par tous, mais voilà, moi c'était plutôt là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup à toi. Ouais, Merci pas de à toutes et à problème. tous qui sont là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, c'est le Ouais. moment. N'hésitez pas si vous avez des questions. Franchement, Et c'était merci super de nous avoir intéressant. suivis. Ouais, les sujets sont trop intéressants. Il y aurait plein d'autres choses encore à partager, mais bon, on va essayer de se contenir à Et une je heure. me dis aussi que ça évolue tellement vite que dans quelques mois, on va parler d'autres choses. C'est incroyable. Oui, bah, il va y avoir des nouvelles dérives en fait qu'on va voir apparaître, des nouvelles questions éthiques qui vont surgir. Il y a toujours des sujets qui sont intéressants autour de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que cette vague de Oui, hype là en ce moment, oui, oui. on voit un peu de tout et de n'importe quoi. Alors j'essaie d'en parler pas mal sur mon compte, de vulgariser, mais aussi de parler de toutes ces questions un peu éthiques et puis de l'impact aussi sur l'environnement. Il y a plein de C'est sujets aussi hyper intéressant, intéressants. l'environnement, Oui, l'article tout à 8. fait. Ah Waouh! bah ouais. Il y a plein de choses, tu vois, qu'il faut qu'on se raconte. Mais l'impact sur l'environnement, c'est un des gros enjeux de la IA-Act. C'est un des axes de l'IA de confiance. Et on sait qu'aujourd'hui, ChatGPT, extrêmement consommateur, a un impact qui est non négligeable sur l'environnement. Et c'est un sujet qui est étudié depuis très récemment, en fait, l'impact de l'IA sur l'environnement depuis 2019. Donc, il y a aussi énormément de choses à dire. Voilà, j'essaie de couvrir un peu tous ces sujets, mais effectivement, ça bouge Waouh, tellement vite qu'on aura c'est l'occasion d'en incroyable. reparler.
Et Incroyable. j'étais super contente de pouvoir Oui, échanger avec toi, Anna. oui, Merci avec beaucoup pour ce live plaisir. parce Bah, que je pense, super intéressant. ouais, je pense qu'on trouvera encore des thèmes parce que, waouh, tu vois, c'est vrai que l'environnement, je n'ai pas, enfin, j'ai pas pensé en fait. Tu vois, je pensais Ouais, tout de suite, tout ce qui est les décisions, les caméras, enfin, tu vois, un peu tout ça. D'ailleurs aussi, je voulais dire l'article 3, c'est les conditions de détention et ça peut être aussi lié à l'article 8 parce que, en fait, très souvent, les personnes qui sont en détention sont surveillées et H24 en fait, et on ne sait pas trop qui les surveille, pourquoi on les surveille et d'accord. quels sont après les résultats de ces surveillances, tu vois. Ouais, Donc, en complètement. fait, tout À ça, quoi ça sert derrière? il y a plein de choses à dire. Donc, ok, Oui, merci bah, on se beaucoup. recroisera, Anna. Ouais, merci beaucoup à toi, Merci beaucoup merci à beaucoup tous. à tous, Ouais, et j'espère à bientôt. oui, à bientôt. Ouais, Passez une bonne soirée. Au merci, toi revoir. aussi.